Bonjour à tous. J'ai l'impression que la session est lancée. Je vais d'abord attendre que les autres participants arrivent. Bon, on va attendre un peu. Bon, écoutez, bienvenue à tous dans cette 8e session du webinaire Communauté énergétique, autoproduction, consommation, cadrage pratique et outils. Donc aujourd'hui, nous allons entendre la session autour des consommateurs dans la conception et la gestion des dispositifs énergétiques de l'individuel au collectif, qui est la 8e d'une longue série de webinaires qui a commencé au mois de juin et qui a poursuivi avec un rendez-vous hebdomadaire avec une coupure estivale, bien sûr. Et là, ça reprend. Donc, restez avec nous pour les prochaines sessions. On va en parler après. Aujourd'hui, dans la session, bon, je me présente à mon tour. Je suis Marta Papalardo. Je suis architecte et chercheuse au laboratoire PACT de l'Université Grenoble-Alpes et dans le projet EcoCESA. Et aujourd'hui, dans cette session, on va vraiment parler de l'articulation entre les technologies et les dispositifs énergétiques avec le comportement et les pratiques de consommation des usagers. Donc, dans cette session, l'idée est que le consommateur prend une place centrale par donc l'analyse des pratiques et des comportements des usagers, de leur représentation sociale autour de la consommation. Les communicants s'interrogent sur comment les experts peuvent concevoir des dispositifs et des configurations énergétiques performants. Donc, dans ce sens-là, l'énergie n'est pas analysée aujourd'hui en tant qu'objet, mais en tant que relation entre des individus et des dispositifs, et donc des individus de nature différente qui sont à la fois experts et usagers, on va dire, ordinaires, et des dispositifs. Parmi les questions qu'on va poser grâce à nos intervenants, il y a la question, bien sûr, comme dans le titre, le passage de l'individuel au collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand cette production et cette consommation d'énergie ne sont plus au titre individuel, mais au titre, on va dire, collectif. Donc, au sein d'une communauté, d'un collectif, qu'est-ce qui se passe pour la gestion de l'énergie et des dispositifs, etc. D'autres questions sont comment, par exemple, on peut investiguer ces pratiques et ces consommateurs, mais aussi qui sont ces consommateurs, qui sont ces habitants, ces citoyens, ces producteurs, ces consommateurs ou ces prosumeurs, donc producteurs et consommateurs d'énergie, et donc comment on peut investiguer leurs pratiques, leurs comportements pour pouvoir en savoir plus une fois qu'on est à la place des concepteurs de l'énergie, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, etc. Donc, on va écouter aujourd'hui deux présentations qui nous viennent de Antoine Martin, qui va nous parler de l'activité et l'expérience des habitants comme point de départ pour la conception de dispositifs énergétiques et collectifs. Antoine Martin, qui est doctorant en économie à l'Université de Lorraine. Et bon, après, je vais le laisser se présenter plus longuement et présenter le cadre dans lequel il a préparé son intervention. Et par la suite, on va écouter Michael Titz avec Short-Term Residential District Load Forecasting, Impacts of District Side and History Length, qui nous vient du CETIC en Belgique. Pour les deux, la présentation sera en français avec un PowerPoint qui est en anglais. Mais bien sûr, n'hésitez pas pour les anglophones à poser des questions et je vais aussi répéter tout ça en anglais dans un instant. Et on va il nous fait le plaisir de venir discuter ces deux papiers et on le remercie beaucoup. Rémi Rigo-Mariani, qui est chercheur CNRS au G2O Lab ici à Grenoble. Donc, quickly in English before we start our
session. So welcome to the 8th session of our webinar, Energy Communities for Collective Self-Consumption, Frameworks, Practices and Tools, that we started in latest June, and we go on today. We come back today for, in September for new sessions. We had one last week, and then we will have some others in October and so on. So today we will, our session is titled Consumer Roles in the Design and Management of Energy Systems, from the individual to the collective. And we will ask ourselves, what are the links between energy technology and or devices and user consumption behaviors? So in this session, the idea is that the consumer takes a central place because through the analysis of the behaviors and the consumption logics, our speakers will question the way in which experts can design efficient technical and energy devices for efficient energy configuration. So the energy today is not analyzed as an object, but as a relationship between individuals and devices. So we will listen to Antoine Martin and to Michael Titz, who will present in French, but their presentation are in English. So feel free to ask questions even in English. We can totally answer your question in both languages. And the discussing speaker, Rémi Rigaud-Mariani, who is a researcher at Jeux Lab here in Grenoble, will discuss the two papers, and then will participate to the debate. So, thank you very much. Je vais laisser la parole à Antoine Martin. Donc, merci beaucoup et je vous laisse le micro. Merci. Thank you, Martin. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Okay, c'est parti. Donc, eh bien, bonjour à tous les participants de cette session. Donc, ma présentation aujourd'hui porte sur l'activité et sur l'activité et l'expérience des habitants comme point de départ pour la conception de dispositifs énergétiques collectifs. Et donc, c'est un travail qui a été financé par le projet Lorraine Université d'Excellence ULIS, que je dois donc nommer. Alors, je vais commencer par vous donner quelques éléments sur cette présentation. Donc, le parti pris de notre travail, c'est que pour concevoir des outils, eh bien, on a besoin de comprendre les besoins des utilisateurs pour définir des artefacts. Alors, par artefact, j'entends ici une technologie, un service, un système ou encore une organisation. Donc, pour définir ces artefacts, leurs fonctionnalités et leurs caractéristiques. Donc, cette étude, à travers des entretiens, avait l'objectif appliqué, donc parmi d'autres objectifs que je ne détaillerai pas aujourd'hui, et dont on pourra peut-être discuter dans la discussion, donc avait pour objectif appliqué d'anticiper des besoins futurs liés à l'énergie dans l'habitat, sachant que l'objectif de cette étude n'était pas focalisé sur les communautés énergétiques, mais dans cette présentation, j'essaye de faire le lien en explorant les communautés énergétiques à travers les activités collectives en lien avec l'énergie dans l'habitat. Donc ces activités nous intéressent particulièrement, qu'elles soient individuelles ou collectives, car ce sont les activités qui seront potentiellement réalisées collectivement dans le cas des communautés énergétiques. Et donc les connaître et connaître les besoins qui sont associés peut nous permettre de définir les artefacts qui vont assister ces activités, qui vont les soutenir. Donc, je vais maintenant vous présenter un petit peu le cadre théorique et méthodologique dans lequel ce travail s'inscrit, et je relierai ça ensuite avec l'énergie dans l'habitat. Donc, notre travail se fait sur ce qu'on appelle la phase d'analyse des besoins, et donc qui part de l'idée que les concepteurs ont une représentation hypothétique des utilisateurs, de leurs besoins et de leur activité, de l'interaction qu'ils ont avec l'artefact, que cette représentation ne correspond pas nécessairement à la réalité.
Et donc, ça peut poser problème quand cette représentation ne correspond pas à la réalité de l'utilisateur, de son activité et de la représentation qu'il en a lui-même, car ça peut causer en fait une inadéquation entre ce que va faire l'utilisateur, ses besoins et l'artefact qu'on lui propose, qui peuvent être à l'origine d'un rejet ou d'usages indésirables qui peuvent entraîner des conséquences de type accident, baisse de la performance, etc. Donc l'objectif de cette analyse des besoins, c'est de permettre au concepteur d'avoir des connaissances sur les utilisateurs et ses besoins pour enrichir la représentation qu'il en a et l'aider à définir l'utilité de l'artefact, à quoi il va servir, et ses caractéristiques pour qu'il soit adapté aux utilisateurs, à ses capacités, qu'il soit donc utilisable, et éventuellement, on peut aller plus loin en essayant à chercher à ce que cet artefact soit à l'origine de satisfaction, de bien-être et même de plaisir. Donc on considère qu'il y a deux grands types de besoins, les besoins pragmatiques, qui se réfèrent donc à l'activité de l'utilisateur et à la qualité de l'interaction qui est offerte par l'artefact à l'utilisateur. En fait, ici, pour répondre à ces besoins, l'artefact va devoir supporter une activité, et il va supporter cette activité de manière plus ou moins efficace. Ensuite, on a les besoins hédoniques, et cette fois-ci, c'est des besoins qui font référence au plaisir et au bien-être psychologique de l'utilisateur. Et donc cette fois-ci, l'artefact va devoir, pour répondre à ce besoin, avoir la capacité de répondre à des besoins psychologiques fondamentaux. Donc par exemple, le besoin de popularité, le besoin de compétences, des choses comme ça. Donc en fait, les besoins utilisateurs, ils tournent autour à la fois de l'activité de l'utilisateur, de ce qu'il fait, et aussi de besoins psychologiques et sociaux, de développement psychologique et sociaux. Seulement, donc là, je vous ai parlé de catégories assez générales de besoins qui sont assez abstraites et qui sont finalement pas très utiles pour la conception telle quelle. Hein. C'est-à-dire que si je vous dis bah, cet objet doit être utile, on n'a pas beaucoup avancé. Et donc, il faut aller dans un niveau de description un petit peu plus fin des besoins, qu'on va appeler besoins généraux ou détaillés, qui correspondent en fait à l'opérationnalisation de ces besoins pragmatiques et de ces besoins hédoniques pour un utilisateur dans une situation d'usage donné. Donc, par exemple, l'utilité, ça va se transformer en se chauffer, et donc l'artefact va devoir proposer à l'utilisateur de se chauffer, etc. Et donc, on peut imaginer, par exemple, que pour se chauffer, bah, la personne va avoir besoin, en partie, hein, pas uniquement, mais d'un thermostat. Et si on opérationnalise un besoin hédonique, qui peut être, par exemple, un besoin de popularité, en fonction du milieu dans lequel on est, eh bien, par exemple, la personne va avoir besoin de renvoyer une image moderne et d'avoir un thermostat connecté, etc. Donc, c'est plus sur ce genre de besoin qu'on va pouvoir travailler. Donc, nous, dans cette étude, on a décidé de travailler sur l'expérience utilisateur pour identifier les besoins. Donc, l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des éléments subjectifs d'une expérience vécue dans une situation donnée. Et donc, en accédant à cette expérience utilisateur, on va pouvoir accéder aux besoins, puisque les besoins, lorsqu'ils sont satisfaits, sont à l'origine d'une expérience utilisateur positive qui est verbalisable, et inversement, quand ils ne sont pas satisfaits, ils vont être à l'origine d'une expérience utilisateur négative. Et donc, cette méthode est supposée être plus facile pour accéder aux besoins, en tout cas en passant par les verbalisations de l'utilisateur, que aller interroger directement les besoins qui ne sont pas forcément conscients ou verbalisables par les utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'était des choses assez classiques. Maintenant, nous, on travaille plus ici sur les besoins futurs parce qu'il y a un besoin qui se fait de plus en plus présent de travailler sur des artefacts qui vont être réalisés dans le futur. Et donc, si on sait intégrer des utilisateurs ou des concepteurs dans l'analyse de besoins, eh ben, on a des difficultés à le faire quand il s'agit d'anticiper des besoins futurs parce que, comme on l'a vu, de la même manière, les concepteurs ont une représentation hypothétique des besoins qui ne correspond pas forcément aux besoins réels des utilisateurs, et ça vaut aussi pour les besoins qui sont anticipés. Et au niveau des utilisateurs, la difficulté qu'on a,
on les mobilise, c'est qu'en fait, ils ont des difficultés à imaginer un artefact qu'ils ne connaissent pas, ou qui n'existe pas, ou qu'ils n'ont pas expérimenté. Et ils ont aussi une difficulté à imaginer le futur du domaine en particulier. Donc, dans notre cas, ça serait le futur de l'énergie dans l'habitat. Donc, la réponse qu'on propose à ça, c'est de s'appuyer sur des individus qui ont des capacités un petit peu particulières et qui ont une meilleure capacité à s'imaginer le futur. Donc, les experts du domaine, qui ont en fait une expertise professionnelle qui leur vient de leur instruction et de leur expérience professionnelle et qui leur permet d'élaborer une représentation assez fine du futur qui leur permet d'identifier des besoins qui peuvent advenir. Et les utilisateurs précurseurs, qui sont des utilisateurs qui ont des usages, des activités, qui utilisent des artefacts qui sont jugés comme étant précurseurs ou prospectifs, et qui donc développent des besoins qui sont non expérimentés par la majorité des utilisateurs, et qui développent aussi par ce fait une expertise d'usage qui leur permet, comme les experts, d'avoir une représentation élaborée du domaine et de son évolution possible dans le futur. Donc maintenant, je vais venir sur le lien que ça peut avoir avec l'énergie dans l'habitat, puisqu'en fait, c'est assez important de prendre en compte les utilisateurs dans la conception des systèmes énergétiques pour l'habitat, car ils ont une grande influence dans le succès des projets énergétiques. Donc là, je vais vous présenter deux exemples qui illustrent un petit peu cette idée. Donc, la première, c'est que de nombreuses expérimentations qui visaient à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments et qui étaient focalisées sur l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements qu'ils contenaient, n'ont pas vu les réductions d'énergie qui avaient été calculées. Et donc ça, c'est expliqué par certains chercheurs par en fait le comportement des habitants qui peut influencer de manière significative la consommation d'énergie. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des bâtiments qui sont techniquement efficaces, mais en fait, du fait des comportements des utilisateurs, cette efficacité, enfin, en tout cas, la totalité de l'efficacité n'est pas retrouvée. Le deuxième exemple, c'est Revel et Stanton qui, à travers une expérimentation, ont montré qu'en fait, les utilisateurs, alors même qu'ils peuvent chercher à réduire leur consommation d'énergie, s'ils n'ont pas des outils qui sont adaptés à leur fonctionnement mental, ils vont pouvoir penser, alors même qu'ils pensent qu'ils sont en train de réduire leur consommation d'énergie, ils vont pouvoir augmenter cette consommation d'énergie. Dans l'expérimentation qu'il a menée, c'était quelque chose qui était fait sur le chauffage, et donc les gens pensent réduire leur consommation d'énergie liée au chauffage, alors qu'en fait, ils l'augmentent. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, cette différence, elle est issue en fait de la différence qu'il y a entre les besoins réels des utilisateurs et la représentation qu'ont les concepteurs de ces besoins et comment est-ce qu'ils les implémentent dans des artefacts. L'idée derrière, c'est que peu importe comment est-ce qu'un système est efficace énergétiquement, si les utilisateurs si les utilisateurs ne les utilisent pas comme ils sont conçus, ils ne vont pas être énergétiquement efficaces. Et donc, on se rend compte que les utilisateurs sont un point assez important du succès des systèmes énergétiques pour l'habitat, alors que DELS-ND nous indique qu'en fait, c'est ceux qui sont les moins les moins étudiés et les moins intégrés dans la conception. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de besoins futurs dans l'énergie pour l'habitat? Parce qu'avec la transition énergétique et notamment les énergies renouvelables, on va avoir des nouveaux artefacts qui vont arriver, des nouvelles activités comme l'autoproduction, l'autoconsommation, le stockage, etc., dont vont découler de nouveaux besoins. Donc, dès lors, on peut parler de besoins futurs. Donc, je fais un rapide point sur les activités en lien avec l'énergie pour l'habitat. On a détecté avant cette étude, à travers une petite revue de littérature. Et donc, ce que cette revue nous a indiqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'activité, en tout cas pas majoritairement d'activité énergétique dans l'habitat, mais il y a des activités domestiques qui sont à l'origine d'une consommation d'énergie. Donc, par exemple, lorsque je vais cuisiner, mon objectif, c'est pas de consommer de l'énergie, mais je consomme de l'énergie.
Ensuite, on va avoir, alors à l'époque de l'étude, c'était quelque chose qui était un petit peu minoritaire, maintenant je pense que ça l'est plus, mais des activités de maîtrise de la consommation d'énergie. Et donc, ces activités ont pour objectif de réduire la consommation d'énergie liée à des activités domestiques. Donc, par exemple, cette fois-ci, si je cuisine, eh ben, je vais avoir une seconde activité qui va viser à diminuer la consommation d'énergie liée à cette activité de cuisine. Et enfin, on a des activités qui, elles, sont marginales, qui sont des activités de gestion de l'énergie du système énergétique et qu'on retrouve chez les producteurs individuels d'énergie, donc comme par exemple suivre sa production d'énergie. Voilà. Et Guy Bourdin, chez Lévy, nous indique qu'en fait, l'ensemble de ces activités, eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par exemple, pour la gestion d'énergie, elles ne sont pas motivées par des choses en lien avec l'énergie, mais elles sont motivées par le coût et le confort. Alors, je vais maintenant passer à l'étude. Donc, qui avait pour objectif d'anticiper des besoins futurs liés à l'énergie dans l'habitat. Et je discuterai ensuite un petit peu les implications de cette étude en lien avec les activités collectives. Alors, dans cette étude, nous, on a utilisé des entretiens qu'on appelle les entretiens d'anticipation des besoins futurs. Donc, on a réalisé ces entretiens avec des experts qui étaient recrutés pour leur expertise professionnelle, donc avec, par exemple, des chercheurs en smart grid, des utilisateurs précurseurs qui étaient recrutés pour leurs usages précurseurs qu'on avait identifiés au préalable dans des travaux prospectifs. Donc, par exemple, des habitants d'une maison autosuffisante en énergie et des utilisateurs ordinaires donc, qui n'avaient ni expertise professionnelle ni d'usage précurseur. Donc, comme je vous l'ai dit en tout début de présentation, cette étude n'était pas focalisée sur les communautés énergétiques, mais on avait tout de même des profils issus de communautés énergétiques. Donc, on avait des foyers hors réseau, on avait des communautés hors réseau, des foyers connectés au réseau classique et des communautés connectées au réseau classique. Alors, ces entretiens se déroulaient de la manière suivante, à savoir qu'ils duraient en moyenne 2 heures, donc c'était des entretiens assez conséquents. Donc, dans un premier temps, on demandait aux interviewés de nous parler assez librement de l'énergie pour l'habitat. Et ensuite, on leur demandait de nous raconter leurs expériences significatives en lien avec l'énergie dans l'habitat, donc à l'aide de cartes d'activité que je vous présenterai juste après. Ensuite, au milieu d'entretien à peu près, on projetait les interviewés dans le futur. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'avec des méthodes issues de la cognition orientée future, on les aidait à se fabriquer une représentation du futur pour pouvoir ensuite leur demander de générer des idées de besoins futurs. Voilà. Et donc, ces cartes d'activité dont je vous ai parlé, c'est en fait des cartes qui représentent par des textes et des figures les activités en lien avec l'énergie dans l'habitat. Et donc, ces cartes, elles ont été construites sur la base de la petite revue que je vous ai montrée, qui n'est pas nécessairement exhaustive, et sur la base d'entretiens exploratoires qu'on a conduits avec 9 individus producteurs d'énergie. Et donc, ces entretiens, une fois qu'ils ont été conduits, ils ont été retranscrits pour nous permettre ensuite d'identifier les besoins à travers l'identification des activités, des motivations des utilisateurs et des éléments qui supportent une expérience utilisateur positive ou une expérience utilisateur négative. Et donc ensuite, on a cherché à identifier les combinaisons qui peuvent être prises par ces activités et ces motivations dans le futur. Voilà, donc je vais continuer avec les résultats. Je vais aller assez vite parce que le temps est limité, mais vous pourrez retrouver plus de détails dans le papier. Donc on a identifié des activités en lien avec l'installation et la rénovation du système énergétique. Donc l'utilisateur va vérifier, va se renseigner, ensuite il va prendre une décision sur le fait d'installer ou de rénover. Il va ensuite concevoir son système, anticiper son exploitation, planifier les travaux, administrer les travaux, financer l'acquisition et les travaux, installer, donc là c'est directement les travaux d'installation ou de rénovation, vérifier la conformité et s'approprier le système. On va ensuite avoir des activités de gestion du système énergétique, donc vérifier le fonctionnement, vérifier l'état du système, faire son suivi,
le maintenir, le réparer, s'approvisionner en énergie, choisir l'utilisation de l'énergie. Donc là, ça peut être faire le choix d'autoconsommer, faire le choix de redistribuer l'énergie, faire le choix de la stocker, et acheter de l'énergie et la distribuer. Et enfin, des activités de maîtrise de la consommation d'énergie, avec consulter sa consommation, anticiper et simuler sa consommation, comprendre sa consommation, consulter la disponibilité d'énergie, anticiper et simuler la disponibilité d'énergie, et changer son activité. Donc là, on est sur de la maîtrise comportementale de la consommation d'énergie, et agir sur ces équipements. Cette fois-ci, on est sur de la maîtrise technique de la consommation d'énergie. Donc, ces graphiques vous présentent les expériences en lien avec le nombre d'expériences, en fait, le nombre de verbalisations d'expériences positives et négatives en lien avec les activités que je vous ai présentées. Et donc, je vais passer assez vite dessus, mais en fait, l'objectif de ces graphiques, c'est de voir quelles sont les activités qui sont à l'origine du plus de verbalisation négative, et d'identifier, de prioriser les activités qui doivent être supportées en priorité par des artefacts. Donc là, par exemple, pour les activités en lien avec l'installation, la rénovation, ça serait se renseigner, décider, concevoir le système, financer son acquisition et faire les travaux. Pour les activités de gestion du système énergétique, ce serait réparer, approvisionner l'énergie, choisir l'usage, l'utilisation de l'énergie et acheter de l'énergie. Et pour la maîtrise de la consommation d'énergie, ça serait consulter sa consommation, comprendre sa consommation, changer son activité et agir sur ses équipements. Voilà. Ensuite, on a identifié des motivations qui sont en fait ce qui détermine les choix et les comportements des utilisateurs en lien avec l'énergie dans l'habitat. Donc l'autosuffisance énergétique, le contrôle et l'indépendance d'autres personnes ou d'autres organisations, l'implication dans le système énergétique, le confort, le respect de l'environnement, le coût, l'enthousiasme pour la technologie et la sécurité. Et enfin, dernier résultat, donc les scénarios d'usage futurs. Donc là, en fait, c'est les combinaisons d'activités et de motivation qui peuvent advenir dans le futur. Donc avec 4 scénarios qu'on a identifiés. Donc le premier, le foyer autosuffisant, qui se caractérise par un fort respect de l'environnement, un besoin d'autosuffisance, voire d'autarcie énergétique et d'indépendance, et donc qui se manifeste par une forte autonomie au niveau des activités, de la totalité des activités, notamment celles en lien avec la gestion de l'énergie, et une très forte maîtrise comportementale de la consommation d'énergie. Dans ce scénario-là, en fait, on ne va pas avoir d'activité collective en lien avec l'énergie. Second scénario, le foyer énergiephile. Alors cette fois-ci, c'est un scénario qui se caractérise par un fort enthousiasme pour la technologie et un besoin de rationaliser son système énergétique sans pour autant avoir un impact sur son confort. Et donc ça, c'est un scénario qui se matérialise par, au niveau des activités, par un très fort monitoring de la consommation d'énergie et une recherche de l'efficience énergétique au niveau de ces équipements. Donc ici, dans ce scénario, on va avoir des activités collectives en lien avec l'énergie qui portent en fait sur la distribution d'énergie par la vente, qui est en fait la vente ou l'échange éventuellement, on peut imaginer, qui est une part assez importante des activités dans ce scénario-là. Donc scénario 3, les foyers en communauté énergétique. Donc là, on va avoir un fort besoin d'indépendance, de respect de l'environnement et de solidarité. Et donc, dans ce scénario-là, en fait, on va avoir l'ensemble des activités en lien avec l'énergie dans l'habitat qui peuvent être réalisées collectivement, de la conception du système jusqu'à sa maintenance et à la maîtrise de l'énergie, où il va falloir, par exemple, imaginer des dispositifs qui permettent de partager l'énergie. Et enfin, le dernier scénario, le foyer passif. Donc, dans ce cas-là, on a en fait des habitants qui sont d'accord pour aller vers des systèmes énergétiques, par exemple, plus respectueux de l'environnement, mais qui ne sont pas d'accord pour être impactés par ces changements de système. Donc là, même si on imagine, en fait, dans ce scénario-là,
des systèmes énergétiques dont la propriété est partagée, et ben, ces utilisateurs ne souhaitent pas être impactés. Donc, il faut imaginer qu'il y ait, par exemple, des organisations qui prennent en charge la gestion de ces systèmes à 100%. Voilà, donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y a différentes manières de former ou non des collectivités énergétiques qui peuvent être à l'origine de différentes activités collectives en lien avec l'énergie dans l'habitat, et que ces activités nécessitent d'être supportées par des artefacts différents qui répondent aussi à des besoins associés qui sont différents. Donc l'objectif de cette étude, c'était de décrire les besoins à travers l'activité, les motivations, de les prioriser par l'expérience utilisateur, et de décrire des combinaisons possibles qui peuvent être prises par ces motivations et ces activités dans le futur, afin de guider la définition d'artefacts qui vont les supporter. Voilà, l'idée, c'est donc que ces nouveaux systèmes décentralisés, pour qu'ils soient acceptés, utilisables et qu'ils soient performants, eh ben, ils vont devoir être adaptés à ces besoins. Et donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à est-ce que les technologies principales qu'on va utiliser, donc par exemple, est-ce que les batteries que je vais mettre dans cette maison, elles sont adaptées à ces besoins? Est-ce que la manière de les déployer, donc par exemple, leur dimensionnement correspond, etc. Et on va aussi pouvoir réfléchir à toutes les solutions, qu'elles soient techniques ou organisationnelles, qui vont supporter ces technologies principales. Donc, ça peut être réfléchir aux interfaces, réfléchir aux organisations, réfléchir aux applications, etc. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Antoine. C'était édifiant, c'était très intéressant. Donc, thank you very much, Antoine, for your presentation. And maintenant, je vais passer tout de suite la parole à Michael pour sa présentation. Mais je vous invite tout de suite, si vous le voulez, à commencer à poser des questions dans le chat à Antoine, si vous voulez commencer un débat, parce que après les deux présentations et la discussion, on va ouvrir le débat. Donc, c'est moi qui va un peu lire et transposer les questions pour nos intervenants. Donc, I will let the floor to Michael, but you can start now to ask questions in the chat. Don't hesitate to ask questions that I will read after the second presentation and the discussion for both speakers. Thank you. Alors, bonjour à tous. Hello everyone. My name is Michael Titz. I'm from the CETIC, which is a research center in IT in Belgium. My presentation will be in French, but the slides are in English, and do not hesitate if you have any question. And if you want more information, there's a publication in an IEEE conference that we did on the same subject, and the reference is at the end of this presentation. Donc bonjour à tous, je vais vous parler donc aujourd'hui de mes recherches sur l'analyse de l'impact de différentes caractéristiques donc d'une communauté énergétique sur la qualité que peut avoir un système de prévision de sa charge. Donc je vais tout d'abord commencer par vous exposer un petit peu le contexte général du projet et pourquoi est-ce que j'ai été amené à travailler en fait sur cette thématique. Et puis je vous exposerai donc assez brièvement différents résultats donc de mes recherches. Alors tout d'abord, donc en fait un souci sur lequel on s'est penché dans ce projet, c'est simplement qu'en fait l'énergie produite par une communauté énergétique est principalement, voire presque exclusivement, en tout cas c'est le cas en Belgique, elle provient des panneaux solaires. Donc c'est de l'énergie photovoltaïque qui dépend du soleil. Et cette énergie est en fait assez mal supportée par le réseau. En fait, c'est dû tout d'abord au fait que cette énergie est généralement produite à un moment où on n'en a pas tellement besoin, en fait, ou du moins les habitants de la communauté n'en ont pas tellement besoin, tout simplement parce que souvent pendant la journée ils ne sont pas là, ils sont au travail, ils ont une activité quelconque, et donc cette énergie est en majorité en fait exportée sur le réseau.
Or, c'est une énergie assez instable en fait, parce qu'elle dépend de la météo. Il suffit qu'il y ait un nuage qui passe et tout à coup la production s'arrête, et inversement, le nuage s'en va, la production revient. Elle est aussi évidemment assez difficile à contrôler. On ne peut pas l'arrêter comme on pourrait arrêter ou démarrer une centrale turbine gaz-vapeur par exemple. Et donc on se retrouve avec une exportation de cette énergie assez instable qui va générer en fait des surcharges, des pics et des harmoniques sur le réseau, ce qui va générer en fait des pertes. On aura notamment des pertes directes qui sont simplement dues au fait que cette énergie sera entre guillemets inutilement transportée sur les réseaux alors qu'elle aurait pu être consommée si on utilisait certaines stratégies dont on va parler justement dans la suite de cette présentation. On peut considérer d'une certaine manière aussi des pertes indirectes qui sont dues au fait que cette énergie est émise sur le réseau à un moment où on en a moins besoin et donc en fait l'offre va en fait dépasser la demande et donc forcément la valeur de cette énergie va diminuer. On a aussi des coûts de maintenance et de renforcement de l'infrastructure qui sont plus grands, encore une fois à cause du transport, qui génère en fait de l'échauffement et donc un vieillissement en fait du matériel. Et puis enfin, en tout cas c'est déjà le cas en Belgique, du coup ça génère aussi des taxes pour les prosumeurs, ce qui est un peu dommage, c'est une démarche de mon point de vue un peu anti-écologique, même si d'une certaine manière le but c'est en fait justement de pousser les utilisateurs à essayer de mieux consommer leur énergie. Et donc il y a évidemment déjà eu plusieurs recherches sur ce sujet. Donc je parle ici d'essayer d'augmenter en fait son autoconsommation pour essayer d'éviter d'exporter cette énergie sur le réseau. Or il y a ici, donc je vous invite à consulter ce papier qui est très intéressant. Il date de quelques années maintenant, 2015, et donc qui a analysé en fait deux stratégies principales pour essayer de résoudre ce problème. Donc d'après cette étude, encore une fois, l'autoconsommation moyenne, donc à titre individuel, donc ici pour un bâtiment, est de l'ordre de 40%. Et donc il propose ici deux stratégies qui sont tout d'abord le load shifting, donc essayer de déplacer les charges au moment où en fait où cette énergie est produite. Donc par exemple, essayer d'allumer son chauffe-eau au moment où il y a du soleil, tout simplement. Et donc cette stratégie, encore une fois, d'après leur étude qui date de 2015, permettrait a priori d'augmenter cette autoconsommation d'environ 15%. Et la deuxième stratégie, c'est simplement de stocker cette énergie pour essayer de la restituer au moment où les charges sont utilisées. Donc c'est un peu la stratégie opposée en fait, et qui permettrait, encore une fois, à l'heure de 2015 et d'après cette étude, d'augmenter de l'ordre de 24% cette autoconsommation. Bien sûr, ça dépend évidemment de la taille de la batterie et donc il se basait sur des chiffres moyens, des moyens de l'époque. Et ici donc dans ce projet, on s'est plutôt penché sur l'aspect justement collectif. Donc comment essayer de mieux planifier les charges de toute une communauté énergétique. Donc ce qui permet de considérablement augmenter en fait la capacité de déplacer justement des charges pour essayer d'optimiser au mieux cette autoconsommation. Alors donc comment est-ce que on peut faire ça? Alors ici on s'est basé sur un modèle très simple en fait. On fait simplement l'hypothèse qu'une communauté c'est en quelque sorte une grande maison où simplement bon les charges sont un peu plus loin en fait de la production. Donc il y a un petit peu de perte au transport mais ça reste assez minime. Et donc on a cette équation ici très simple où donc on a E qui est l'exportation instantanée qui correspond tout simplement à la production, donc venant des panneaux solaires, moins l'énergie qui est consommée. Donc c'est la production qui n'est pas consommée au même instant. Et ici, c'est là que ça devient intéressant, on divise donc la consommation en deux parties. Donc on a la consommation non flexible, C, qui est en fait la consommation qui dépend exclusivement des utilisateurs et qu'on ne compte pas essayer de modifier, de contrôler, tout simplement pour le confort des utilisateurs. Par exemple, ils auront toujours envie d'allumer la télé quand ils le veulent, d'allumer leur four également quand ils le veulent. Et justement, la différence avec la consommation flexible, c'est que là, on parle plutôt d'une consommation qu'on va pouvoir contrôler,
par exemple, a priori, ça ne devrait pas déranger l'utilisateur qu'on modifie l'instant de démarrage de son boiler. Et de la même manière, s'il a un véhicule électrique, il s'en fout un peu qu'elle charge à 9h du soir ou à 2h du matin, tant qu'elle est chargée au matin pour partir au travail, par exemple. De la même manière, on peut assez facilement imaginer déplacer le démarrage d'un cycle de lave-vaisselle ou de lave-linge. Et donc, notre objectif ici, donc ça va bien être de minimiser l'exportation. Donc, maximiser l'autoconsommation, c'est la même chose. Ça veut dire exactement la même chose que minimiser l'exportation. Et donc, notre stratégie ici, ça va être de le faire en agissant sur F, donc la consommation flexible, en planifiant donc les charges. Le souci, c'est que pour pouvoir planifier ces charges, on aura besoin de connaître à l'avance en fait P et C, la production et la consommation non flexible. Or, pour prédire P, la production, ben, on peut se baser a priori sur un modèle météo, puisque encore une fois, la production, c'est presque exclusivement des panneaux solaires, et donc ça dépend presque exclusivement de la météo. Alors ensuite, pour prédire justement cette consommation non flexible qui dépend des utilisateurs, c'est là que ça va se corser un peu, qu'on aura un peu de challenge. On va devoir développer un modèle prédictif. Et c'est en fait de cette partie-là du projet que je vais vous parler. C'est sur cette partie-là que j'ai été amené à travailler. Et donc, lorsqu'on aura pu estimer en fait P et C, on va pouvoir alors planifier donc les charges flexibles pour essayer donc de minimiser cette exportation compte tenu des prévisions qu'on a de la production et de la consommation non flexible. Or donc l'objectif ici de mon travail, c'était tout simplement d'essayer de proposer un modèle de prédiction de la charge non flexible avec la meilleure précision possible, tout simplement. Et j'ai commencé mes recherches sans me poser trop de questions. En fait, j'ai comparé différents modèles, une recherche assez classique en fait en data science, essayer d'analyser les différentes variables qu'on pouvait extraire, etc. Mais en fait, je me suis assez vite rendu compte que le problème ici, c'était que les performances du modèle dépendaient beaucoup plus en fait des caractéristiques de la communauté que du choix du modèle lui-même. Et en l'occurrence, parmi ces caractéristiques, j'avais remarqué que la taille de la communauté impacte assez fort les performances, tout simplement parce que plus la communauté est grande, moins les données sont bruitées. En fait, elles sont plus régulières, elles dépendent moins des aléas du comportement d'un utilisateur en fait. Ensuite, plus la communauté a de l'âge, plus on a de données enregistrées sur toutes les maisons de la communauté, mieux a priori le modèle fonctionnera. Ça c'est en fait le b.a.-ba du machine learning. Plus on a de données, mieux on peut entraîner le modèle et donc mieux il va prédire. Et troisièmement, a priori ça devrait aussi dépendre du comportement des utilisateurs et donc du type d'utilisateurs qu'on a en fait dans notre communauté. Il y en a qui seront a priori plus réguliers que d'autres, donc plus faciles à prédire que d'autres. Et donc ma question de recherche ici, c'était d'essayer d'analyser l'impact de ces différentes caractéristiques sur la qualité d'un système de prévision de la charge. Alors je vais vous expliquer très brièvement la méthodologie que j'ai utilisée. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, il y a un papier dont la référence est mise en fin de présentation. Alors en fait au départ, on a utilisé un jeu de données qui a été enregistré par un des partenaires, c'est la régie de Wavre, donc c'est les gestionnaires d'un réseau en fait d'une ville en particulier en Wallonie, Wavre. Et ils ont enregistré en fait des données sur une cinquantaine de maisons pendant 2 ans. Donc ils ont enregistré en l'occurrence la consommation à peu près à 1 point par heure pendant 2 ans pour 50 maisons. Et donc j'ai utilisé ces données après pour essayer de simuler des communautés énergétiques virtuelles. Alors c'est des mots un peu compliqués pour désigner en fait quelque chose de très simple. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement choisi, sélectionné parmi ces 50 maisons un nombre aléatoire de maisons, K ici, donc je sélectionne K maisons aléatoirement sur mes 50 pour générer des communautés de différentes tailles, K qui va de 1 à 50. Et puis pour essayer de simuler l'âge de mes communautés énergétiques, donc la quantité de données disponibles, sur mes 2 ans donnés, j'ai simplement extrait des plages de durée de différentes tailles allant de 1 à 100 semaines, donc à peu près 2 ans. Et donc H ici, ça représente l'âge en nombre de semaines
de mes communautés énergétiques. Et donc j'ai simulé de manière plus ou moins aléatoire plein de communautés énergétiques de différentes tailles et de différents âges de cette manière. Et puis tout simplement, pour chacune de ces communautés, j'ai entraîné un modèle d'autorégression, donc un modèle pour essayer de prédire la charge future de chaque communauté. Et puis j'ai testé ce modèle sur chacune de mes communautés. Et puis j'ai analysé en fait la qualité des prévisions, encore une fois, pour chacune de mes communautés simulées. Et donc j'ai extrait des indices de la qualité des prévisions, en l'occurrence par exemple RMSE, c'est Root Mean Square Error, c'est un indicateur assez standard pour évaluer l'erreur, donc la qualité d'un système de prévision. Et donc ensuite, à partir de tous ces résultats, j'ai fait différentes analyses statistiques ou des visualisations graphiques pour essayer d'analyser quel est l'impact de K, donc le nombre de maisons, et H, l'âge de ma communauté, sur justement cette précision, sur l'erreur l'erreur des prévisions. Donc je vais vous exposer ici assez brièvement quelques résultats donc, de ces analyses. Alors on a le premier graphique ici en bas à gauche, donc qui résume assez bien en fait mes recherches, où on a en fait en axe X, c'est donc l'historique, c'est H, c'est la quantité de données qu'on a sur notre communauté, qui va de 1 à 100 semaines. Et en Y, on a le nombre de maisons, number of households, qui va de 1 à 50. Et donc on remarque ici en fait que donc les chiffres et les couleurs, ça représente en fait justement la fameuse RMSE, donc qui indique en fait l'erreur des prévisions en Watt-heure. Et donc on remarque qu'on a un range assez large en fait. Ça va de 453 Watt-heure d'erreur. Donc ça c'est pour le cas où on a une communauté d'une seule maison en fait, et où on a seulement une semaine de données, donc autant dire presque rien, et donc on ne sait quasiment pas en fait entraîner un modèle prédictif dessus, et donc en fait les résultats correspondent quasiment aux résultats qu'on aurait si on prévoyait des données complètement au hasard en fait. Et à l'inverse, si on a une communauté beaucoup plus grande, donc ici le maximum qu'on a pu simuler c'était 50 maisons, et qu'on a 2 ans d'enregistrement, le système peut être beaucoup plus précis et on arrive à une erreur de l'ordre de 75 Watt-heure. Donc là, ça devient beaucoup plus intéressant, évidemment. Alors les deux autres graphiques, c'est en fait simplement une autre vue pour représenter les mêmes données. Alors on remarque ici assez bien sur le deuxième graphique. Donc on a en X, c'est le nombre de maisons, en Y, c'est l'erreur des prévisions, et chaque courbe représente en fait un cas pour un historique différent. Donc en fait, chaque courbe ici représente une colonne de la matrice dans le premier graphique. Et donc on remarque assez facilement que la précision du modèle, elle va s'améliorer fortement jusqu'à 20-30 maisons. Donc au début, la précision sera en fait assez mauvaise, et puis elle va se stabiliser après une trentaine de maisons en gros. Et après 40-50 maisons, ça ne s'améliore plus tellement en fait. De la même manière, on voit assez bien sur le graphique de droite, qui lui donc représente l'erreur RMSE en fonction de l'âge, cette fois-ci du quartier, et chaque courbe c'est pour un nombre de maisons différents. Et donc on remarque que dans tous les cas, l'erreur va fortement diminuer jusqu'à environ entre 5 et 20 semaines, quelque chose comme ça. Et puis ça va également se stabiliser. Donc le modèle ne va plus beaucoup s'améliorer après une dizaine, une vingtaine de semaines. Et donc on remarque en fait, ça découle un peu des deux observations précédentes, que ici on le voit plutôt bien sur le premier graphique en fait. On voit la zone en fait en haut à droite du graphe où donc c'est quasiment tout plus ou moins de la même couleur, vert foncé, et en fait on remarque qu'il n'y a plus beaucoup d'amélioration en fait du modèle au-delà en fait de cette courbe de niveau, donc ici qui correspond plus ou moins à 120 Watt-heure. Et donc on a plutôt un bon compromis ici correspondant à une communauté d'environ 10 ou 20 maisons, quelque chose comme ça, et avec environ 2 mois de données d'enregistrement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez facilement envisageable, on va dire,
Donc on peut assez vite mettre en place une communauté énergétique et après 2 mois, on peut espérer déjà avoir une assez bonne qualité du système de prévision. Il faut évidemment, donc encore une fois, que la taille de la communauté soit suffisante. On remarque que si on a que 2, 3, 4 maisons, ben les résultats seront d'assez mauvaise qualité, les prévisions seront assez mauvaises, mais encore une fois, après 10, 20 maisons, ça commence à se stabiliser. Alors j'ai essayé d'analyser également un peu, justement ici, au niveau du choix du modèle, je n'en ai pas encore beaucoup parlé, et en fait, sur cette publication-là, je ne me suis pas beaucoup posé la question. Je suis parti sur un modèle assez simple, c'est de la autorégression régularisée. Mais j'ai quand même comparé ça donc à un modèle encore plus simple en fait, pour essayer d'évaluer un peu à quel point la complexité du modèle peut améliorer ou non les prévisions. Et donc ma baseline, donc mon modèle vraiment de base, c'est tout simplement une moyenne mobile sur 3 semaines. Et j'ai comparé ça donc à mon modèle entre guillemets basé sur l'autorégression régularisée. Et donc ici les deux matrices, donc on a de nouveau en X, hein, c'est l'historique, donc l'âge de la communauté, et en Y le nombre de maisons. Et les données affichées, c'est la différence d'erreur entre mes deux modèles, donc entre ma baseline et mon modèle à moi. Et on remarque en fait que après environ 7 semaines, mon modèle devient meilleur que le modèle de base. Donc ce qui veut dire qu'avant 2 mois, en fait, mon modèle est moins bon qu'un modèle extrêmement basique qui est en fait une moyenne mobile sur 3 semaines. Donc ce qui veut dire que on a besoin d'au moins de 2 mois de données pour avoir des prévisions correctes avec mon algorithme. Et on remarque qu'au cours du temps, ça va un peu s'améliorer jusqu'à, en l'occurrence, jusqu'à 36 Wh pour le cas d'une communauté d'une seule maison. Donc en fait, ça veut dire que mon modèle, qui est un peu plus complexe que la baseline, est capable de mieux modéliser a priori des données de plus petites communautés, donc c'est-à-dire des données plus complexes en fait, plus bruitées. Le graphique de droite donne en fait plus ou moins les mêmes données, simplement c'est une différence relative. Donc c'est le pourcentage de réduction de l'erreur en utilisant mon algorithme plutôt que la baseline. Et on remarque que ça peut s'améliorer au mieux jusqu'à 14% en fait. Et donc, ces résultats montrent que lorsqu'on démarre une communauté, soit il vaut mieux simplement attendre un peu avant de réellement utiliser ces données, soit il vaut mieux tout simplement utiliser un modèle plus simple au début, et après 2 mois, éventuellement, on peut switcher sur un modèle un peu plus complexe. Alors, donc je vérifie, ouais, je suis déjà à 20 minutes, donc je vais un peu abréger quand même. Mais donc ici, j'ai essayé d'analyser un peu encore une fois, différentes caractéristiques de mes communautés. Et donc, pour toutes mes communautés, j'ai à chaque fois fait une analyse de corrélation entre certaines caractéristiques. En l'occurrence, on a mu et sigma qui sont simplement la consommation moyenne et l'écart type de la consommation pour cette communauté. On a rho day, c'est l'autocorrélation au jour, et rho week, c'est l'autocorrélation à la semaine. Et un résultat assez intéressant, donc ici c'est les rectangles en vert, on remarque que les communautés qui ont des plus grands utilisateurs, donc un plus grand mu, auront aussi une consommation plus régulière. En l'occurrence, on remarque que la corrélation est positive entre l'autocorrélation par jour et par semaine entre les données et la taille justement la taille des utilisateurs entre guillemets, donc c'est ce qui consomme plus. Donc ce qui sous-entend que les utilisateurs qui consomment plus seront a priori plus faciles à prédire. Et en l'occurrence, on a les deux dernières lignes, donc delta minuscule et majuscule, qui indiquent que mon modèle, donc basé sur l'autorégression régularisée, sera d'autant meilleur en comparaison avec la baseline si les habitants sont des plus gros consommateurs en fait. C'est ça que ces chiffres signifient ici. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, je vous invite à parcourir mon papier sur le sujet. Alors donc ici, je vais passer sur les conclusions assez vite.
Donc, d'après les résultats de ces analyses, on remarque qu'au début, on aura une précision assez mauvaise, quelle que soit en fait la taille de la communauté, même si elle sera encore plus mauvaise pour une plus petite communauté, mais qu'elle devrait s'améliorer assez vite au cours des 2-3 premiers mois en fait, et puis elle va ensuite se stabiliser. Alors, mes analyses statistiques ont montré que, a priori, il était plus intéressant en fait de mettre en place des communautés avec des gros consommateurs parce qu'il semblerait que ces consommateurs sont en général plus réguliers, donc plus faciles à prédire, et qu'il est plus intéressant, a priori, en tout cas pour avoir une bonne précision des prévisions, de mettre en place une communauté avec au moins 10 maisons. En dessous, on risque d'avoir une mauvaise qualité de prévision. Or, on a remarqué aussi qu'il y avait un compromis qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait avoir entre la taille de la communauté et son âge. Donc, on peut envisager d'avoir des petites communautés de peut-être, disons, à peine 5-10 maisons, mais alors on devra attendre plus longtemps, par exemple, au moins 1 an avant d'avoir des résultats utilisables, on va dire, au niveau des prévisions. Et on remarque qu'on a une efficacité proche des résultats optimaux qu'on a pu avoir, en tout cas sur les données qu'on avait, autour d'une communauté de 20 maisons et environ 2 mois de données. Et enfin ici, je me suis assez peu penché sur la question encore, mais il semble que c'est assez difficile d'avoir des résultats bien meilleurs en utilisant un algorithme de machine learning bien compliqué, plutôt qu'utiliser un modèle assez simple, comme je le disais encore une fois, avec une moyenne mobile. En l'occurrence, avec mon modèle, on arrivait à améliorer les résultats d'environ 10 à 14% après au moins 2 mois, voire 6 mois. Or ensuite, bon, ces recherches ont de nombreuses limitations et il y a certaines questions que je me suis posées pendant et aussi après en fait avoir pondu ces résultats. Alors tout d'abord, donc mes analyses ont montré que il semblerait que les plus gros consommateurs étaient a priori plus faciles à prédire, mais malheureusement je ne saurais pas avoir la réponse dans ces données, mais je me suis posé la question, qui sont ces plus gros consommateurs? Est-ce que c'est plutôt des familles qui auraient peut-être un horaire plus régulier, par exemple, et plus strict, ou est-ce qu'à l'inverse ce serait plutôt des maisons assez aisées, avec par exemple une pompe à chaleur de piscine qui consomme énormément et de manière très régulière? Et malheureusement, je n'ai pas les données suffisantes pour répondre à cette question, mais donc ça pourrait être une perspective de recherche future. Alors ensuite, les résultats ici parlent de précision d'un algorithme de prévision, mais au final, l'objectif ultime, c'est pas de prédire correctement la charge, c'est bien de la planifier au mieux. Or, je ne sais pas encore vraiment quel est l'impact justement de ces prévisions, de la qualité de ces prévisions sur la qualité de mon système global de planification. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en fait en train de travailler pour le moment. Ensuite, ça c'est bon, c'est une réflexion que je me suis faite à moi-même après avoir fait ces recherches. En fait, j'analyse ici la qualité de mes prévisions sur toute la journée. Or, on s'en fout un peu en fait d'être précis lorsqu'on essaie de prédire la consommation au soir et durant la nuit, parce que de toute façon, en fait, il y a rien à essayer d'autoconsommer. Il n'y a plus de soleil de toute façon. Et donc, je me disais qu'un future work intéressant, ce serait simplement d'essayer d'analyser quelle est la précision durant la journée, sachant qu'il est tout à fait possible qu'elle soit fort différente durant la journée de la précision qu'on aurait le soir et durant la nuit, parce que le comportement des utilisateurs n'est pas le même. Et puis enfin, c'est une dernière question que je me pose. Un souci qu'on risque d'avoir lorsqu'on va mettre ce genre de système en place, c'est qu'il est très probable que le comportement des utilisateurs va changer. Déjà, même indépendamment de ça, le comportement des utilisateurs change au cours du temps. Mais si on commence à mettre en place des communautés énergétiques, il va certainement changer. Et donc, mon modèle de prévision, je ne sais pas à quel point il va arriver à s'adapter justement à ce changement de comportement. Et donc, il est fort probable que pendant quelques mois, il risque de prédire un peu n'importe quoi parce qu'il se basera sur des données issues d'un comportement précédent en fait de l'utilisateur. Et donc, il
il y a aussi encore un travail à faire à ce niveau. Merci pour votre attention. Voilà, j'en ai fini. Voilà, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas encore une fois si vous avez la moindre question. Et voici donc ici le lien vers la publication sur le sujet. Thank you. Merci beaucoup, Michael. C'était très intéressant. Merci pour cette présentation. Thank you, Michael, for the presentation. Je vais maintenant laisser la parole à notre discutant, Rémi Rigo-Mariani. Je vais lui laisser le soin de se présenter et de poser des questions à l'un ou à l'autre de nos intervenants, sachant que vous avez tout à fait la possibilité de poser des questions dans le chat. Ce qui serait bien, c'est que vous précisiez dans le chat, quand vous posez la question, à qui elle s'adresse, pour que ce soit plus simple pour moi de interpeller le bon interlocuteur. So I will let the floor to Rémi Rigo-Mariani, which is our discussion today, and feel free to ask questions in the chat room. Just please say to whom the question is addressed, so I can read the question directly to the speaker who is concerned. Thank you. Ok, merci Martha. Il y a un petit écho, il semble. C'est bon? Merci Martha. Bonjour à tout le monde. Merci aux deux présentateurs. Merci aux organisateurs de m'avoir invité donc à participer à cette session. Donc je suis Rémi Rigo-Mariani, je suis chargé de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire G2E Lab à Grenoble. Et mes thématiques de recherche sont la mise en place de stratégies de management et de design de systèmes énergétiques. Donc ça va être des systèmes énergétiques à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier, et aussi à l'échelle du système électrique global, donc de la transport, distribution, avec la gestion de ressources distribuées. Donc il y a des problématiques de modélisation des systèmes, problématiques d'optimisation pour avoir des configurations idéales en fonction de différents paramètres qu'on veut optimiser. Et on travaille également sur des problématiques de multi-énergie, c'est-à-dire de mixer des réseaux d'énergie entre eux, donc pas seulement l'électricité dont on a parlé là jusqu'à maintenant, mais aussi du gaz, de la chaleur, du transport, des communications, et aussi sur des problématiques de marché. So hello everyone, my name is Rémi Rigo-Mariani. I'm a research scientist at CNRS. I'm working at G2E Lab in France, and my area of expertise lies in the design of management and sizing strategy for energy system, going from the microgrid scale to distribution and transmission scale. Du coup, merci encore aux deux présentateurs. Peut-être un premier round de questions. Je pense que je vais poser 2-3 questions. Donc d'abord à Antoine et puis à Michael. Donc Antoine, les premières questions. Donc moi, je viens plus du côté système technique. Donc c'est vrai que je suis pas habitué à ce genre de présentation. C'est très intéressant parce que en fait les problématiques que l'on a aujourd'hui d'un point de vue système électrique, c'est qu'il faut apporter plus de flexibilité du côté de l'utilisateur final de l'énergie, de manière à pouvoir intégrer plus de sources renouvelables notamment. Et avant d'apporter de la flexibilité, il faut la caractériser. Il faut voir si les gens seraient capables de répondre à des signaux de prix, par exemple, pour de l'effacement. Donc c'est quelque chose dont on avait parlé dans la session précédente. Et du coup, j'aurais une première question qui est un peu le point de départ de votre étude, qui est le constat que si les outils, si les artefacts, ce que vous désignez artefacts, sont mal designés, on peut avoir un effet de contre-productivité. Donc vous avez cité un papier et des travaux, donc j'aimerais avoir un peu plus de détails sur l'exemple et est-ce que les auteurs de ces travaux donnent une idée de pourquoi pourquoi le résultat au final est contre-productif? Est-ce que c'est pas un manque de visibilité sur leur consommation, un manque d'information? J'ai été surpris de voir ça. Ouais, alors il y a plusieurs éléments de réponse, plusieurs pistes en tout cas, pour expliquer ça. L'une d'elles, ça serait l'effet rebond. Donc l'effet rebond qui peut être caractérisé en fait par un effet de compensation morale. C'est-à-dire que par exemple, je vais ici essayer de réduire ma consommation d'énergie en isolant mon bâtiment. Et donc là, j'ai eu un comportement positif, mais qui va être compensé par d'autres comportements qui sont contre-productifs. C'est-à-dire que j'ai fait un effort ici, et par conséquent, je vais me permettre de faire moins d'efforts sur le chauffage parce que j'ai isolé.
Donc ça, c'est une première piste. Et l'autre, c'est celle vraiment de l'inadaptation, en fait, de la manière de vivre dans le bâtiment, de l'utiliser, et de l'inadaptation de cette manière d'y vivre et de comment est-ce qu'il a été conçu le bâtiment. Donc, typiquement, avec les bâtiments passifs, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, etc., des choses comme ça. C'est la gestion de l'air est automatisée, etc. Et on se rend compte en fait qu'on a toujours des utilisateurs, des habitants qui continuent à ouvrir leurs fenêtres le matin pour l'aérer 15 minutes, et que en fait dans ces conditions-là, le système est un petit peu gêné dans sa performance. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des travaux qui travaillent un peu sur sur l'ergonomie et la manière dont les habitants ont accès en temps réel à leur consommation électrique? Bon, l'électricité est un vecteur d'énergie particulier, hein, qu'on ne voit pas, qui n'a pas de poids. Donc c'est dur de se représenter en temps réel ce qu'on consomme. Est-ce qu'il y a des travaux du coup en ergonomie qui visent à peut-être améliorer la visibilité qu'a l'utilisateur en temps réel de sa consommation de l'électricité pour qu'il puisse l'adapter? Ouais. Alors il existe des travaux en ergonomie ou même en psychologie cognitive. Donc je les ai pas en tête de manière détaillée, mais c'est des travaux qui s'intéressent par exemple à quelle est la visualisation, quelle est la manière de visualiser l'énergie qui est la plus intéressante et qui permet le plus à l'utilisateur de se rendre compte de la quantité d'énergie qu'il consomme. Est-ce que c'est des graphes? Est-ce que c'est des chiffres? Et ensuite, quelque chose dont je me suis rendu compte dans mon étude aussi, c'est la question de l'unité qui parfois, notamment pour le stockage, le kilowattheure, qui pose problème avec les habitants qui n'ont pas d'expertise énergétique. Ok, d'accord. Ah, c'est des études intéressantes. Et dans les résultats que vous avez montrés là sur les métriques, sur les différentes occurrences d'expériences positives et négatives, en fait, j'ai remarqué, j'avais pas forcément remarqué à la lecture du papier, mais là pendant votre présentation, que donc je sais pas si je peux diffuser les slides ici, si je peux avoir la main sur les slides. En fait, les éléments où vous avez identifié, souvent les éléments où vous avez identifié le plus d'occurrences positives, d'expériences positives, correspondaient aussi aux items où vous avez identifié le plus d'expériences négatives. Il y a une sorte de corrélation entre le nombre d'occurrences positives et négatives. Comment ça s'explique? En fait, c'est des points qui sont trop compliqués à comprendre pour les interviewer, ou alors il y a un manque de clarté? Alors, c'est une bonne question. Mon interprétation, ça serait qu'en fait, c'est ceux sur lesquels on recueille le plus de verbalisation, et c'est donc ceux aussi qui ont la part la plus... Enfin, ce sont les activités qui représentent le plus de temps et le plus d'interaction entre l'utilisateur et le système. Donc, par exemple, si je prends faire le suivi, voilà, on peut faire. Voilà, donc celle-ci, on a anticipé, simulé la consommation. Et donc ici, en fait, c'est une activité qui est très marginale, qui est faite uniquement par des utilisateurs qui sont autosuffisants et donc notamment qui ont un dimensionnement de leur système de production d'énergie qui est plus faible que la demande qu'ils ont. Et donc en fait, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les autres. Donc dans ce cas-là, ça se fait comme ça. Ok, d'accord. Et là, après celui-là, donc c'est Energy System Management, Supply Energy. Donc là, c'est du côté production. D'ailleurs, c'est une question sémantique aussi que j'aurais. Pourquoi faire la distinction entre Energy System Management, d'une part, et Consumption Management? Parce que donc c'est vrai que nous, d'un point de vue système, et encore une fois, que ce soit un système à l'échelle du quartier, du micro-réseau, ou en fait même ce qui se passe tous les jours à l'échelle du marché européen de l'énergie, la consommation et le supply sont considérés en un bloc. Et le but du jeu, comme dans toute énergie, c'est d'assurer l'équilibre entre la part de consommation et la part de production en jouant justement sur les flexibilités des deux côtés, côté consommation et côté production. Et là, pourquoi? Donc c'est purement un débat sémantique, je pense, mais pourquoi faire la distinction entre les deux? C'est la perception qu'ont les gens du système électrique ou l'énergie? Ouais. En fait, c'est parce que c'est des activités qui sont différentes, qui entretiennent pas les mêmes objectifs et qui, en fait, donc pour le cas de la maîtrise de la consommation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir très bien retrouver
dans un foyer où il n'y a pas de production d'énergie. Et chez eux, on ne va pas retrouver d'activité de gestion de l'énergie, à part peut-être gérer ses factures, quoi. Voilà, mais c'est très minoritaire. Et donc, les objectifs ne sont pas les mêmes, mais on pourrait les réunir dans le cas d'un foyer qui produit son énergie, ouais. Ça serait... Et quand vous dites, là, en fait, du coup, et tous ces items sont plus ou moins des items qui représentent les différentes interactions que peut avoir le user avec le designer sur l'artefact. Mm-hmm. Et les designers, en fait, ça pourrait être quel type d'entité? Ça serait du régulateur, du fournisseur de puissance, de l'installateur de panneaux, de batteries. Qu'est-ce qu'on entend par designer, du coup? On l'entend au sens assez large. Ça peut très bien être le fournisseur quand il conçoit son système, et aussi le fournisseur quand il conçoit, par exemple, l'interface qui va permettre à l'utilisateur de suivre sa production, sa revente, etc. Et dans ce cas-là, le concepteur va aussi devenir celui qui produit l'application, par exemple. Donc, c'est dans un sens assez large. Et toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, vont avoir une influence sur l'artefact final qui vont le construire. Et donc, dans ce cas-là, ouais, l'artefact, c'est le système d'énergie qui sera managé par ou l'user ou possible, vous avez investigué la possibilité de tierces personnes, un peu en fait comme les outils que développe Michael Titz, donc la possibilité que ça soit une tierce personne qui contrôle directement les équipements chez les users, comment les users seraient... C'est ça, exactement. Donc, en fait, le cas de Michael correspond plutôt en fait au scénario 4, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui sont des utilisateurs passifs, mais qui sont en communauté. Donc, ils se regroupent en communauté d'énergie, ils partagent des moyens de production, éventuellement de stockage d'énergie, ils doivent partager la consommation, mais ils ne veulent pas avoir à gérer ce système énergétique. Voilà. Alors, et à l'opposé, on va avoir le scénario 3 où on est dans un système énergétique qui est partagé, mais cette fois-ci, on veut s'impliquer dans la gestion de sa consommation d'énergie et de sa production, de son stockage, etc. Et comment il réagit? Donc, si je prends les différents types de scénarios, ça serait peut-être le scénario 3 qui serait l'acteur le plus susceptible de vouloir participer. Alors, le terme usuel, c'est Demand Response Program, où donc c'est un opérateur réseau ou un agrégateur qui vient directement activer les flexibilités ou les charges ou les batteries chez les users. Donc ça serait le scénario 3 où l'user serait le plus susceptible d'accepter ce genre de politique. C'est ça, exactement, ouais. Après, avec un distinguo, c'est que dans le scénario 3, on peut autant avoir des gens qui vont être... Donc là, il est placé au milieu, mais en réalité, les deux sont possibles. Des communautés qui sont reliées au réseau ou qui sont totalement autonomes en énergie, autosuffisantes. Ok. Et donc, ce genre de choses pourrait être fait en interne, en fait. C'est... En fait, la difficulté qu'on voit, qu'on rencontre maintenant, c'est un peu ce dont on discutait donc avant la session, c'est que toutes ces communautés d'énergie et ces utilisateurs, ces communautés d'énergie s'intègrent dans un système qui est plus global, qui est le système électrique, le système énergétique au sens le plus large, donc qui a ses propres procédures d'opération. Et donc là, ce qu'on voit le plus se dessiner au niveau de la distribution, via des mécanismes d'agrégation, plutôt un contrôle décentralisé de tout le système, c'est-à-dire les informations montées depuis les utilisateurs finaux passeraient par des sociétés d'agrégation, puis au final sur les opérateurs système. Donc il faudrait qu'il y ait je sais pas, je pense qu'il doit y avoir des travaux dans ce sens. Est-ce que chez vous faites des enquêtes pour voir à quel type de signaux serait le plus susceptible de répondre certains utilisateurs? Ça serait des signaux de prix, des signaux d'alarme en cas de puissance dépassée. À quelle fréquence? Est-ce que ça, je sais pas, toutes les heures, la veille pour le lendemain? Est-ce qu'il y a des études à votre connaissance là, qui portent là-dessus et déjà des résultats? Non, je ne connais pas d'études qui vont... Parce que c'est vrai que c'est
enfin, c'est quand même un domaine très intéressant parce que nous, d'un point de vue système, ce dont on a besoin, c'est caractériser les besoins de ces utilisateurs et en fait les traduire en équations mathématiques, au final, qui après s'intègrent dans des stratégies de planification de type développées par le présentateur. Donc là, on va avoir des travaux en économie comportementale qui vont chercher à justement quantifier ces besoins. Et donc, en fait, la personne qui devait présenter, qui n'a pas pu le faire aujourd'hui, Pénélope Buckley, devait présenter un travaux de cette nature-là, mais qui n'est pas finalisé. Ok, d'accord. Ok, ouais, là, je pense que là c'est sûr qu'il y a un point, parce qu'on est à l'intersection entre l'économie, la physique, le comportement, et puis une grosse couche de réglementation entre tous ces niveaux. Donc, c'est des problèmes, c'est des problèmes très, très, très intéressants. Et juste peut-être une dernière question, là, je sais pas, donc pour laisser le temps au débat. Dans les gens que vous avez interviewés, quand on leur parle collectivité d'énergie, ils voient ça à quelle échelle? Un bâtiment, mes voisins, quartier, ville? Alors, donc, bon, ce que je vais dire, c'est pas du tout, ça n'a pas vocation à être représentatif de la population ou quoi que ce soit, mais de ce que moi j'ai vu, en tout cas, donc on avait au niveau d'un bâtiment, d'un immeuble d'une dizaine de logements, ou au niveau du quartier du village. Ok. Ouais. Ok. Et là, c'était... Dites-moi si j'ai tort, mais c'était axé sur le... On va peut-être avancer parce que je suis pas sûre qu'on ait la salle plus tard que 11h40. D'accord, ok. On va sûrement avoir la possibilité de revenir sur les questions si besoin. D'accord. Merci pour la présentation et il y a plein d'études intéressantes, je pense, autour et d'interactions entre les personnes surtout. Alors peut-être sur votre présentation au début, donc juste une observation sur un des premiers commentaires que vous avez fait sur le réseau, et le PV qui font pas bon ménage. Oui. Alors oui et non. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, donc on avait un peu peur sur l'intégration du PV, surtout dans les zones insulaires, 15%, 20%. Aujourd'hui, l'île d'où je viens, on est à 35% de solaire. Donc ça, c'est pour des réseaux un peu faibles insulaires. Il y a sans parler de l'Espagne ou du Costa Rica qui sont sur donc le solaire et le réseau peuvent aller ensemble. Maintenant, là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que si on veut bien sûr pousser plus l'intégration d'énergie renouvelable, il va falloir mettre en place plus de flexibilité pour absorber les éventuels surplus de génération ou les creux. Mais le réseau peut quand même supporter un certain niveau de renouvelable. On a un réseau insulaire à 35% et ça marche pour le moment assez bien, quoi. Du coup, j'avais 2-3 questions techniques, mais on va peut-être pas passer trop de temps dessus. En fait, du coup, vous avez utilisé une méthode de type ARIMA, si je comprends bien. Pas tout à fait. Ça y ressemble quand même. C'est basé sur de l'autorégression. Ouais. Ça utilise un algorithme très classique de machine learning qui ressemble assez fort à l'ARIMA, mais bon, c'est pas exactement la même chose. Oui. Et du coup, vous faites la prédiction pour une journée en entière ou c'est juste sur un pas de calcul, le pas suivant? Alors, la technique que j'ai utilisée, ce qu'elle fait, c'est elle prédit tout simplement un point 24 heures plus tard, en fait. Et donc, on peut utiliser en fait ce système de manière, roulante, en fait, tout simplement pour prédire du coup la journée qui arrive. Et en fait, si j'ai utilisé ce système-là, c'est en fait parce qu'il est beaucoup plus léger et beaucoup plus flexible, en fait, qu'un système d'ARIMA qui permet justement de faire une prévision continue, en fait. Et il me permettait aussi simplement d'obtenir des meilleurs résultats, en fait. J'ai testé justement des algorithmes beaucoup plus similaires à l'ARIMA. Et en l'occurrence, les meilleurs résultats, je les ai obtenus avec celui-ci.
si ce n'est qu'en fait, depuis, j'ai encore testé d'autres modèles et il y a un modèle qui m'a permis d'obtenir des meilleurs résultats, quel que soit l'historique et quelle que soit la taille en fait de la communauté, qui était basé sur une régression bayésienne. Donc c'est une modification assez légère en fait de l'algorithme de régression régularisée que j'utilise ici. La seule différence, c'est qu'il essaye en quelque sorte de prédire des données dont la distribution serait plutôt gaussienne. En fait, c'est plus ou moins ça l'idée. Et d'après les analyses que j'ai faites, il permet d'obtenir des résultats un petit peu mieux. Mais donc ça, oui. Donc c'est le même modèle que vous faites glisser. Je veux dire, les coefficients du modèle de cette régression ne changent pas que vous faites tourner le modèle à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, etc. C'est le même modèle qui est en sliding window. C'est ça. Exactement. Ok, d'accord. Et les périodes de juste sur une dernière question technique, les périodes de training, c'était jusqu'à 2 ans, si je me souviens bien, de data. Et le test, vous l'avez fait sur combien quand vous donnez les valeurs d'erreur? C'est du test sur 1 an, 2 mois, moyenné? C'était seulement sur la semaine suivante, en fait. Donc, j'entraînais mes données sur H, enfin, dans la présentation, c'est le nombre de semaines que j'ai justement d'historique. Et donc, j'entraîne sur ces données-là. Il faut savoir aussi que donc, je dois d'abord extraire en fait ce qu'on appelle les features, donc des variables justement prédictives. Et ça, en fait, je ne prends que le mois précédent. Donc, j'ai des coefficients qui se basent sur en fait, c'est sur 1 point par jour pendant 1 mois. Donc, en fait, j'ai 30 variables prédictives et j'entraîne mon modèle sur H. Donc, il peut aller en fait, c'est au moins 1 mois forcément, vu que j'ai besoin d'1 mois de variables. Mais donc, c'est 1 mois plus H, en fait. Donc, c'est pas tout à fait précis ce que j'ai mis déjà, en fait, dans cette présentation. Mais bref. Et donc, ça peut aller donc jusque 2 ans d'entraînement. Et en l'occurrence, on remarque qu'après déjà quelques mois, les résultats ne s'améliorent plus tellement, en fait. Ok. Et peut-être un élément de réponse à une des questions que vous vous posez à la fin. En fait, une question et un élément de réponse en même temps. Ici, vous prédisez donc que la consommation pure, mais appliquée au final à des systèmes qui auraient donc de la consommation avec plusieurs habitations et des profils de génération. Et au final, vous faites de la prédiction parce que j'imagine qu'après, donc vous avez des outils de management, de flexibilité, vous avez parlé de stockage, qui vont plus ou moins se charger et se décharger en fonction de cette dynamique charge et génération. Du coup, pourquoi ne pas prédire directement le profil d'agrégé consommation, enfin charge et génération? Parce que justement, le but, c'est comment dire. En gros, si je reformule ma question, c'est est-ce que vous pensez que là, vous prédisez la consommation d'un côté, la génération de l'autre. J'imagine qu'après, donc dans l'algo de linéaire que vous allez implémenter, vous allez faire charge moins génération prédite et puis votre schedule. Et est-ce que vous pensez que la prédiction de la charge moins la prédiction de la génération serait plus précise que la prédiction de charge moins génération? Alors, je ne pense pas, en fait, assez simplement parce qu'a priori, ce sont des données qui sont assez indépendantes, en fait. La production ne dépend pas de l'utilisateur, elle dépend du soleil, en fait. Et donc, a priori, il vaut mieux utiliser un modèle météo propre, donc complètement indépendant du modèle qui va essayer de prédire la consommation, et tout simplement parce que ce sont des données vraiment indépendantes, quoi. La consommation, a priori, dépend plutôt du comportement des utilisateurs, encore une fois pour prendre un exemple typique, à quel moment est-ce qu'ils vont allumer leur four, alors que la production est assez indépendante. Évidemment, il y aura des liens qui vont d'autant plus se créer qu'on va mettre en place des communautés énergétiques, mais ça reste quand même des choses assez différentes. Et justement, en fait, une stratégie qui peut être mise en place pour essayer de prédire mieux la consommation, en fait, mais là, c'est justement le problème qu'on aurait, c'est que ça devient des techniques un peu intrusives. C'est en fait de mettre des capteurs sur toutes les prises, en fait. Et donc, et là, ça, il y a des recherches qui se font déjà sur le sujet et qui commencent à utiliser des modèles beaucoup plus complexes que le mien, en fait, qui commencent à utiliser du deep learning, ce genre de choses, si vous en avez déjà entendu parler. Et là, en fait, ce qu'ils prennent en entrée de l'algorithme, c'est vraiment les données passées de à quelle heure, combien a consommé le four pendant 1 mois, combien a consommé la télé pendant 1 mois. Donc tous les appareils de la maison doivent être monitorés
et ça permet d'avoir une précision bien meilleure. Mais le problème, encore une fois, c'est que ça devient beaucoup plus intrusif et beaucoup plus difficile à mettre en place, évidemment. Ouais. Et on revient sur les problématiques posées par Antoine. Exactement. Sur l'acceptation de certains outils. Et une autre question, si je peux peut-être mettre votre présentation, donc c'est la question 3 que vous aviez posée, où je peux peut-être vous apporter donc des éléments de réponse et puis aussi voir ce que vous pensez dessus. C'est quand vous vous demandez, hop, ici, ok, tac, hop, où est-ce que c'est ici? En fait, oui, si vous dites, bon, we don't care about forecasting, en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire une fois que vous avez votre forecast. Donc, vous avez rédigé, donc vous avez dans un des slides précédents, vous avez votre système que vous optimisez. Alors, vous parlez de linear programming. Selon en fait l'objectif que vous visez, vous avez peut-être même pas besoin de prédiction. Je donne un exemple. Vous êtes connecté au réseau, vous avez des tarifs peak of peak qui sont réglementés, enfin qui sont issus des legacy regulated tariffs. Et du coup, vous les connaissez par cœur. Au final, vous avez une batterie, vous savez que vous chargez le jour, vous chargez la nuit, que vous déchargez le jour. Donc là, il n'y a pas besoin de forecast. En fait, tout dépend de ce qu'après de l'objectif que vous considérez. Par exemple, si vous considérez un objectif de load shaving, de peak shaving, là, par contre, il va falloir prédire à quel moment arrive le pic de consommation, faire de la commande prédictive un peu plus adaptée. Là, justement, c'est quoi donc vos critères donc je vais essayer de revenir. Qu'est-ce que vous optimisez? Donc là, vous avez les prédictions de consommation. Vous allez avoir, j'imagine, les prédictions de production. Quand vous avez parlé de production par un modèle météo. Et là, l'objectif, ça serait minimiser l'exportation. C'est ça. Ici, l'objectif du projet, c'était entièrement entièrement concentré sur l'augmentation de l'autoconsommation. Donc le but, c'était ici de minimiser l'exportation. Donc effectivement, c'est uniquement dans ce cadre-là que je dis que ça sert pas à grand-chose de prédire, enfin d'avoir une bonne précision en tout cas sur ce qu'on veut prédire sur la consommation au soir et pendant la nuit, parce que a priori il y aura de toute façon pas d'exportation. Mais sinon effectivement, selon l'objectif, ça peut être intéressant de vouloir rendre par exemple la consommation, ou l'exportation la plus constante possible au cours de toute la journée. Et là effectivement, ça a quand même de l'intérêt de toute façon de prédire la consommation la nuit par exemple. Oui, en fait, ça c'est le dernier commentaire que vous avez fait là. C'est vrai que ça serait bien d'avoir donc une consommation un peu constante au long de la journée. C'est aussi un élément de réponse à la dernière question que vous vous posez quand vous dites bon, je prévois la consommation de certains foyers, mais eux, ils vont peut-être avoir des actions chez eux, donc de stockage, de flexibilité, qui va perturber ce profil de consommation. Et en fait, c'est relié au commentaire donc que j'ai fait dont on a discuté avec Antoine, c'est que encore une fois, ces consommateurs finaux sont intégrés dans un système global. Et le système global, lui, veut avoir la prévision la plus fine de la consommation, donc du profil, en tout cas du profil soutiré. Donc, il veut pas avoir forcément de end users qui vont avoir des comportements erratiques. Donc, justement, utiliser des flexibilités, que ce soit un stockage ou des loads que vous pouvez déplacer pour assurer un profil de consommation déterminé, c'est quelque chose que les opérateurs réseau apprécient et recherchent. Pas forcément constant, mais au moins que vous êtes capable de prévoir, de contrôler, de prévoir la veille pour le lendemain et de contrôler en temps réel. Oui, c'est quelque chose que les opérateurs recherchent et c'est a priori probablement quelque chose que les utilisateurs eux-mêmes pourraient rechercher, parce que donc le but ici de notre projet, c'est de pouvoir proposer une planification des charges, et pour ça donc il faut pouvoir prévoir. Et ici pour le confort utilisateur, donc ça rejoindra un petit peu les recherches faites par Antoine, et c'est un des buts de notre partenaire industriel, c'est de mettre en place un système où a priori les utilisateurs peuvent avoir une vue justement sur ce qui devrait se passer. Donc par exemple à quel moment leur boiler, leur chauffe-eau va s'allumer, à quel moment leur lave-vaisselle se lancerait, et pouvoir avoir justement un contrôle dessus, pouvoir décider si oui ou non ils veulent par exemple déplacer leur chauffe-eau à telle heure ou leur lave-vaisselle.
Et donc, c'est effectivement une deuxième utilité, on va dire, de cette prévision, quoi. C'est une meilleure visibilité, quoi. Et peut-être un dernier commentaire avant parce qu'on est un peu pressé par le temps. Là, je vois justement Flexible Consumption, Shiftable Loads, Linear Programming. Alors, selon les loads, souvent, vous allez peut-être devoir vous farcir des variables binaires. Hein. Je pense par exemple à une machine à laver que vous voulez shifter. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, donc, d'après, il y a des problèmes d'échelle, de garantie de l'optimum, etc. De scalabilité si vous avez plusieurs équipements à shifter dans le temps. Donc, ça serait sûrement du mix integer, linear programming, mais d'autres bons problèmes à venir. Oui, c'est ça qui est utilisé dans les recherches. C'est pas moi qui ai travaillé directement dessus, mais c'est ça qui a été effectivement utilisé, et notamment pour essayer de prendre en compte différentes contraintes, et encore une fois pour assurer le confort utilisateur. Par exemple, la voiture électrique, on a considéré, c'est encore une hypothèse simplificatrice, hein, mais qu'elle était disponible seulement à un certain moment de la journée. On considère que la journée, la personne est au travail, par exemple, et que la voiture est disponible, imaginons, entre 18h et 8h du matin. Et donc, c'est le genre de contrainte qu'on a dû implémenter, justement, et mettre en place dans cet algorithme d'optimisation. Ok. Martha, vous voulez faire un tour de questions? J'ai pas regardé sur le chat si on est un peu pressé. Oui, en fait, là, je vois que en fait les questions qui ont été posées ont été aussi répondues par les intervenants dans le chat. Voilà, moi je pense qu'on peut. S'il n'y a pas d'autres questions, if someone would ask some questions, you're welcome to write them now. But si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Vous pouvez les écrire maintenant. On va les lire. Ah oui, il y a une question de Frédéric Wurtz qui est sur le lien avec le foisonnement. Donc, oui, c'était en fait, c'était au début des discussions quand vous avez dit, Michael, hein, plus j'ai évidemment, plus j'ai de profil de charge, plus j'ai de comportements hétérogènes. Avec le foisonnement, plus je serais facile à prédire. Et en fait, on observe ça, je crois, dans la prédiction de renouvelables. Hein, je crois que c'est Enedis qui avait un bon slide il y a quelques années. Alors, si je prévois à l'échelle d'une installation simple à l'échelle du rooftop, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la région, de la ville. Donc, c'est naturel, c'est un effet naturel. Oui, tout à fait, tout à fait. En l'occurrence, pour ce qui est de la production, ça va notamment dépendre simplement. Un nuage passe à un endroit, forcément, il ne l'est pas a priori plus loin, même si bon, il peut y avoir des phénomènes plus globaux. Il y a aussi l'orientation des panneaux solaires qui est différente d'une maison à l'autre. Et donc, si on regarde à une échelle plus grande, ces différences vont en fait justement se compenser. Ça va répartir un peu mieux la production, et donc ça va la rendre un peu plus régulière. Et je suis loin d'être un expert en réseau en réseau électrique, hein. Mon dada a priori c'est plutôt l'analyse de données, mais il me semble qu'a priori en fait déjà de base, si le réseau fonctionne aussi bien depuis aussi si longtemps, c'est justement grâce à ça en fait, hein. Une centrale nucléaire, elle ne sait absolument pas à quel moment chaque utilisateur va consommer, mais le producteur se base justement sur le fait que grâce au foisonnement, on sait que globalement on aura besoin d'autant d'énergie à telle heure. C'est clairement grâce à ce foisonnement que ça marche. Oui, à l'échelle nationale, en France, on est de mémoire, RTE, ils sont autour de 1%, 2% d'erreur, hein, parce qu'ils ont le foisonnement national et la dépendance à la température. Voilà. Il y a une question qui est par rapport à le taux d'autoconsommation, donc 40% d'autoconsommation qui semble un peu élevé. Donc, Oui, j'ai vu cette question. En fait, le papier en question, pour être tout à fait honnête, je ne sais plus exactement sur quelle région il se concentre, mais je sais que c'est un papier d'université suédoise, je crois. Et en l'occurrence, je sais que cette autoconsommation moyenne peut varier assez fort en fait d'un pays à l'autre.
Et là, je ne sais plus si c'est une moyenne européenne ou même pour compléter, c'est au-delà d'un pays à l'autre, bien sûr, un pays à l'autre avec le gisement solaire, la capacité de gisement solaire, la saisonnalité, mais ce qui impacte surtout, c'est le profil de consommation et à quel point il est corrélé au profil de, enfin pas corrélé, mais à quel point les moments où on consomme correspondent à des moments où l'on produit. Typiquement, alors pour de l'autoconsommation, vous allez avoir plus d'autoconsommation naturellement avec un profil de type commerce ou bureau qu'avec un profil de type résidentiel. Oui, tout à fait. Ouais, le géographie, mais surtout c'est les profils de charge qui sont impactants au premier degré. Ouais. Et d'ailleurs, un dernier commentaire aussi, quand vous dites, alors vous avez investigué que des profils résidentiels, c'est ça? Oui, exactement. Ça vient de voir aussi à l'échelle d'un quartier où on imagine où on aurait peut-être des commerces. En fait, en gros, l'idée, c'est d'étudier l'hétérogénéité des profils et à partir de quand on a un seuil d'autoconsommation ou d'autosuffisance assez important. Si on mixe du résidentiel avec du bureau, du commerce, pourquoi pas de l'industriel? Oui, ce serait a priori une recherche très intéressante. Ici, en l'occurrence, effectivement, on s'est limité au résidentiel, mais c'est clair qu'il y a a priori énormément de possibilités si on considère des usines qui a priori pourraient consommer beaucoup plus que des maisons, et en l'occurrence de manière plus régulière et plus probablement au cours de la journée. Imaginons des chaînes de production qui tournent H24 par exemple, ou d'autres qui tournent justement que la journée. Là, effectivement, a priori, on aura plus de chances de pouvoir autoconsommer plus justement l'énergie produite localement. Et a priori, après, bon, il y a tous les problèmes business évidemment qui vont être liés, hein. Et donc là, il y a énormément encore de recherches à faire sur ce sujet. D'accord, merci beaucoup. Je suis obligée d'interrompre ici le débat qui est hyper intéressant parce qu'on ne peut pas être coupé automatiquement et viré de la salle virtuelle à l'heure prévue si on dépasse. Mais je vois que les débats continuent et donc voilà, je vous invite tout à fait à continuer les débats de manière privée, enfin voilà, sur d'autres plateformes, en sachant que on va se revoir. Normalement, on a une slide de conclusion pour la session d'aujourd'hui. Et entre-temps, je tiens à remercier tous les intervenants voilà, qui ont participé, dont les présentations étaient très intéressantes, et aussi, bien sûr, Rémi Rigonamariani pour sa discussion. So, thanks to the speakers and the discussants. On se verra donc le 15 octobre, normalement, pour une session qui présente une rencontre entre les grands témoins sur la question des communautés énergétiques. Donc, vous êtes invités à vous inscrire et vous connecter à 14h30 le 15 octobre. Vous êtes tous bienvenus. Bien sûr, les présentations sont disponibles dans l'encadré en haut à droite, et tout est disponible sur le site du webinaire et bien sûr sur le site de EcoCESA, donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce qui s'est fait avant. Donc je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous au 15 octobre. Merci encore. Merci à tous. Thank you very much.